Merci de votre fidélité. Comme tous les matins, l'étoile et le point. L'histoire secrète de l'autodéfense juive en France depuis 1967. C'est le titre du nouveau livre de Pierre Lurçat, spécialiste de l'histoire du sionisme et traducteur notamment des écrits des plus grandes figures de l'État d'Israël. Alors, est-ce qu'il est avec nous? Apparemment, il s'est connecté, mais on ne le voit pas. Pierre, est-ce que vous m'entendez peut-être? Non. Il ne m'entend pas. Alors écoute, on va essayer de retrouver Pierre un petit peu plus tard, mais c'est vrai que cet ouvrage est très intéressant puisqu'il retrace un petit peu l'histoire de tous les groupes d'autodéfense juifs depuis 1967 et puis en fait bien avant, puisqu'il parle du Bétar qui a été créé dans les années 20. Au fondement du militantisme activiste, il y a la double idée d'autodéfense et de réappropriation de l'usage de la force au service du peuple juif. Pierre Lurçat est avec nous en direct. Bonjour Pierre. Bonjour Ilana. Merci beaucoup d'être avec nous, d'avoir accepté notre invitation. Vous publiez effectivement ce nouveau livre passionnant, L'étoile et le point. Alors, pourquoi ce livre? D'abord, je crois que c'était un projet qui était porté c'est un projet qui est porté depuis plus de 10 ans. Oui, effectivement, c'est une enquête que j'ai réalisée il y a une dizaine d'années. C'est un livre qui est fondé sur des interviews, des dizaines d'entretiens avec des anciens militants de plusieurs époques, depuis les années 60 jusqu'aux années 2000. Donc c'est un livre que j'ai mis beaucoup de temps à écrire et qui ensuite a été un petit peu mis de côté pour diverses raisons, dont je m'explique un tout petit peu dans la conclusion. Mais finalement, j'ai trouvé qu'aujourd'hui, c'était le bon moment pour le faire sortir. Alors, comment est née l'apparition de l'autodéfense juive? Parce qu'il faut faire la différence justement entre le simple militantisme, on va dire, et le militantisme activiste. Oui, j'explique la différence. C'est que l'activisme, si on veut, c'est un petit peu le militantisme au sens le plus complet du mot. Pour vous donner un seul exemple, quand les Serge et Beat Klarfeld se rendent en Allemagne et qu'ils pensent essayer d'enlever un ancien dignitaire nazi, Kurt Lischka, évidemment, pour enlever un ancien nazi, il faut des gens qui sont prêts à le faire, qui sont prêts à en découdre, qui ont le courage, qui ont les moyens physiques. Et donc c'est ça l'activisme, c'est militer et en se donnant les moyens pour faire des choses qui sont pas ordinaires. Alors, l'apparition de l'autodéfense juive, je crois, elle date d'il y a assez longtemps, à la base, en opposition, ça venait en opposition au pogrom qu'il pouvait y avoir en Russie, en fait, c'est ça? Oui, le début de l'autodéfense juive, traditionnellement, le date d'après le pogrom de Kishinev, au début du XXe siècle, au tout début. Et ce qui est intéressant, c'est que l'idée d'autodéfense, elle apparaît simultanément chez des gens de tendances toutes très diverses, comme sionistes ou pas, certains sionistes, certains non, comme l'historien Simon Dubnov, l'écrivain, je parle aussi du poème de l'écrivain Bialik qui a joué un rôle important après Kishinev et qui a été traduit en russe par Jabotinsky. Et donc des gens de milieux très différents qui se réunissent et qui décident de créer des groupes d'autodéfense juive en Russie. Il s'agissait effectivement de s'opposer à cette honte d'une mort sans résistance, évoquée justement par les historiens. Oui, c'est l'historien Dubnov qui a cette expression que je reprends parce qu'elle quelque part, elle est un petit peu l'emblème de l'attitude juive de tous ces militants que j'évoque à travers les époques. C'est-à-dire que finalement, l'activisme juif, une de ses motivations, c'est le refus de la honte, de la passivité. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve d'ailleurs jusqu'à aujourd'hui en Israël. C'est-à-dire que face à nos ennemis, qui existent à toutes les générations, l'attitude traditionnelle des Juifs, c'était une attitude de passivité et d'acceptation du destin juif. Et c'est un petit peu la révolte contre ce destin qui marque le début à la fois du sionisme et aussi de l'autodéfense juive. Donc les deux idées sont liées. Alors en France, Pierre, quelles sont les premières organisations finalement à se constituer groupes d'autodéfense? Comment et dans quel but apparaissent ces groupes? Alors je dirais qu'il y a deux époques. L'époque historique, la première époque, c'est la création du Bétar en France en 1928, avec notamment le fils de Jabotinsky, Éric Jabotinsky, qui était étudiant à l'école centrale, et d'autres personnalités sionistes de l'époque. Et donc ça, c'est la première époque, l'avant-guerre. Et puis, beaucoup plus tard, ensuite, il y a une espèce de parenthèse entre 48 et 67, et l'activisme militant et les groupes d'autodéfense réapparaissent après 67. Il y a sans doute aussi une influence de la guerre des 6 jours
quelque part redonne une fierté aux Juifs dans le monde. Et donc l'autodéfense apparaît après 67 en France, avec plusieurs groupes étudiants, à la fois le Bétar bien sûr, et aussi le CLES, un mouvement d'inspiration socialiste, le FEJ, le Front des étudiants juifs, et d'autres mouvements de tendances diverses. Alors, l'extrême droite, les négationnistes, les néo-nazis, c'était les premières cibles de ces organisations juives en France. Absolument. Il y a une espèce de fil conducteur depuis les années 70 jusqu'aux années 2000, qui est la lutte contre l'extrême droite. L'extrême droite néo-nazie, je précise, vraiment les mouvements les plus radicaux à l'extrême droite en France, qui sont attaqués donc par les groupes juifs. D'ailleurs, il y a un débat pour savoir si l'autodéfense inclut aussi des actions offensives. Et donc, il y a par exemple le saccage du meeting du GRES, le groupement de recherche et d'études sur la civilisation européenne, ou plusieurs attaques contre Forisson, le négationniste, une attaque manquée contre Dieudonné, une attaque contre Frederiksen, voilà, toutes sortes de... C'était des actions qui étaient très violentes quand même à l'époque, Pierre. Absolument. Il y a des actions très violentes qui n'ont pas été jusqu'à tuer des antisémites, mais parfois on n'en était pas loin du tout. D'ailleurs, c'est aussi un sujet que j'aborde, c'est finalement est-ce que la violence, l'utilisation de la violence par les juifs, par les groupements juifs en France, est-ce qu'elle a eu des limites malgré tout? Est-ce qu'elle s'est arrêtée elle a eu certaines limites, puisque finalement il n'y a pas eu mort d'homme dans les ennemis d'Israël, mais quelque part, je dirais qu'on n'était pas très loin. Est-ce qu'on peut dire finalement que tous ces groupes aussi ont été et sont inspirés du Bétar, parce que vous dites c'est la matrice finalement de l'activisme juif en France? Alors oui, dans une certaine mesure, en tout cas sur le plan idéologique, et aussi parce que historiquement le Bétar est le premier, comme je l'ai dit, mais c'est pas entièrement vrai. Parce qu'on a aussi des groupes sionistes de gauche ou des groupes de gauche, tout simplement, comme le CLES, le comité de liaison des étudiants sionistes socialistes. Donc, on voit que je dirais que l'activisme juif transcende les clivages politiques. Et c'est aussi ce qui est intéressant d'ailleurs dans cette enquête que j'ai menée, c'est de voir que l'idée d'activisme, l'idée d'autodéfense, on les retrouve un petit peu partout, et finalement elles réunissent des gens de divers horizons et de diverses tendances idéologiques. Alors évidemment, il y a eu une évolution de ces groupes dans les années 2000, avec cette fois plus tournée vers le conflit israélo-arabe. Il y a le cas de la LDJ, la Ligue de défense juive. Ça, c'est aussi intéressant. Vous interviewez d'ailleurs, Pierre, plusieurs anciens militants de la Ligue. Oui, alors c'est un petit peu la fin de l'enquête, c'est la Ligue de défense juive des années 2000, puisque l'enquête s'arrête dans les années 2000. Je montre en quoi est-ce qu'il y a un tournant ou pas, pourquoi est-ce que ce mouvement a suscité plus de buzz dans les médias et pour plus d'hostilité aussi, y compris d'ailleurs au sein de la communauté juive, parfois au sein des institutions juives. C'est un aspect de l'analyse. On parlait même d'interdiction à l'époque de la Ligue de défense juive. En France. Oui, il y a eu effectivement c'est aussi d'ailleurs intéressant de voir que l'autodéfense juive, qui à une certaine époque était largement tolérée par les pouvoirs publics, l'est devenu de moins en moins, au point qu'aujourd'hui, c'est des choses que les juifs faisaient, que les groupes juifs faisaient dans les années 70-80 sont totalement impensables aujourd'hui. Donc j'évoque le saccage du local du CBSP proche du Hamas par la LDJ, ou l'accueil de José Bové à Orly, l'attaque manquée contre Dieudonné en Martinique. Donc toutes sortes le prix de la désinformation aussi. Ah oui, le prix de la désinformation, ça c'est un chapitre que je connais bien pour y avoir participé. Donc des manifestations devant les grands médias qui étaient totalement hostiles à Israël. Aujourd'hui on s'y est habitué, c'est banal, mais à l'époque c'était un petit peu moins banal. Et donc, pour montrer finalement les différents aspects, parce que l'activisme juif, ça n'est pas seulement l'action violente. Ça, c'est peut-être l'aspect le plus médiatique ou le plus remarqué, mais il y avait toutes sortes de choses. Il y a eu le combat pour les juifs du RSS, pour la libération des juifs du RSS. Il y a eu le combat contre les ennemis d'Israël, à la fois sur le plan idéologique, aussi politique, médiatique. Donc, il y a beaucoup d'aspects différents. Je dirais que l'aspect action violente, ce n'est que l'aspect le plus visible. Très rapidement, en quelques secondes, Pierre, est-ce qu'il existe encore aujourd'hui des groupes d'autodéfense juifs ? Il en existe, oui. Alors c'est intéressant parce que si vous m'aviez posé la question il y a encore 2 ans, je vous aurais dit non. Il n'existait plus, ça appartenait au passé. Et puis le 7 octobre a réveillé finalement le besoin de l'autodéfense juive. Et aujourd'hui, et puis par ailleurs, il y a un autre aspect qu'on n'a pas eu le temps d'évoquer, Pierre, c'est que l'autodéfense... On n'aura pas le temps, malheureusement, je dois couper. Mais en tout cas, merci d'avoir été avec nous. J'espère qu'on reparlera de ce livre. À très bientôt, merci.